Merci. Je voulais remercier Daphné, Samuel et FNE Centre Val de Loire pour nous avoir donné l'occasion d'intervenir lors de cette journée Trame verte et bleue. J'ai participé à la naissance de la Trame verte et bleue, donc je vois un peu l'évolution à la fois du concept et de la façon dont c'est appliqué. Donc je vais vous représenter un peu le cadre, on va dire, juridico-administratif de cette politique publique. Je peux avancer, Daphné. Je vais refaire une petite introduction. Donc, Romain a expliqué, ou a fait un peu balayer la complexité du sujet, d'après ce que nous dit la science, entre guillemets, les différentes dimensions des réseaux écologiques, les différentes problématiques liées à ces concepts de réseaux écologiques. Et donc maintenant, la difficulté, c'est comment on traduit ces concepts scientifiques à la fois dans le droit, dans la planification et l'organisation administrative du pays, sachant que du coup, on travaille entre guillemets avec du vivant et que c'est difficile de mettre du vivant dans des documents de planification ou sur des cartes, puisque par définition, le vivant bouge beaucoup, d'autant plus avec les différentes sources de perturbations et d'impact et le changement climatique. Et une troisième difficulté, c'est aussi d'essayer de convaincre, comme ça a été un peu dit, un certain nombre d'acteurs que c'est important de préserver la biodiversité à la fois pour elle-même, mais aussi convaincre qu'en préservant la biodiversité, on assure aussi nos conditions de vie et les conditions de vie des générations futures. Alors malgré ces difficultés, on l'a vu, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, et ce concept a déjà été traduit de différentes manières dans différents textes juridiques ou administratifs, que ce soit des conventions internationales ou des directives européennes. Donc dès 1979, pardon, à travers la Convention de Bonn, on a déjà cette nécessité, en tout cas, d'ailleurs, il y a une coquille, c'est pas les espaces, mais c'est les espèces migratrices, excusez-moi. Il y a déjà une volonté de préserver les espèces migratrices et transnationales. C'est pour ça qu'on a fait une convention internationale. Donc, on a déjà ces notions de, bah oui, les espèces, elles bougent, donc il faut préserver ces réseaux d'habitat ou les habitats qui sont utilisés par différentes espèces. Et puis, cette notion de connectivité, on la retrouve aussi dans les dernières décisions concernant la Convention sur la diversité biologique, qui a eu lieu à Montréal avec le cadre de Kunming, où il y a un certain nombre d'objectifs et de cibles à atteindre dans les 10 ans qui viennent. Et puis, il y a ce fameux réseau écologique européen qui s'appelle Natura 2000, qui est un peu oublié, en déshérence en ce moment, en tout cas en France, mais qui est important et qui a apporté beaucoup de traduction du concept de réseau écologique dans le droit et dans la préservation de la biodiversité. Donc en France, on a donc la Trame verte bleue, qui est un des engagements du Grenelle de 2007. Mais il suffisait pas d'avoir l'engagement de dire on va faire la Trame verte bleue, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la Trame verte bleue en termes de dispositifs, en termes de cadrage juridique et de mise en œuvre concrète dans les territoires. Donc c'est ce qu'on va revoir rapidement. Merci Daphné. Euh, donc à la base, la Trame verte et bleue figure dans le Code de l'environnement. Donc ça c'est ce qui a été traduit, c'est la première traduction du Grenelle de l'environnement. Donc c'est intégrer la Trame verte et bleue dans le Code de l'environnement. Romain a bien redit que il y avait un premier niveau, parce qu'on parle toujours malheureusement de l'échelle nationale, à l'échelle locale, mais ça se questionne, mais je vais respecter un peu le cadre qui a été fixé. Donc, il y a des orientations nationales qui s'appellent pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Donc, c'est un document qui est pris par décret, qui a été révisé une première fois. Donc, la dernière version date de 2019. C'est un document qu'on oublie un petit peu, mais qui est quand même important parce qu'il fixe quand même des objectifs et des lignes directrices. Il définit des enjeux nationaux sur comment on intègre les espaces qui sont déjà protégés, donc comment on intègre déjà une partie des politiques publiques liées à la préservation de la biodive à cette trame verte et bleue. Il y a des enjeux autour des habitats naturels, donc il y a une liste nationale d'habitats à enjeu. Il y a des listes régionales d'espèces à enjeu. Et puis, il y a quelques continuités d'importance nationale qui sont définies dans ces orientations. Et après, il y a un certain nombre de guides, entre guillemets, pour les documents régionaux. Je dis les documents régionaux parce que selon la région administrative où l'on est, c'est pas le même document. Donc, en centre Val-de-Loire, c'est le fameux SRADET, donc le schéma régional d'aménagement et de développement
durable et d'égalité des territoires, mais dans d'autres régions, c'est d'autres types de documents. Je vais pas les citer puisque ils ne concernent pas votre région. Donc ces orientations nationales, en fait, c'est bien de les relire de temps en temps, même si on a le nez dans le guidon de la trame verte et bleue et qu'on est persuadé de savoir un peu tout ce qu'on peut y mettre ou tout ce qu'on y met. Ça permet aussi de redire, ah bah oui, en fait, il y avait ça. Donc ces lignes directrices permettent déjà de travailler sur quasiment l'ensemble des problématiques, notamment celles qu'a cité Romain, hein. On a déjà dans ces orientations la pollution lumineuse qui est citée, les problématiques aériennes, et puis les différentes causes de destruction et de fragmentation des milieux naturels. Donc ça nous permet à l'échelle opérationnelle de s'y référer pour dire bah si on peut travailler aussi sur ces problématiques-là. Voilà, donc le deuxième échelon, c'est l'échelle régionale. Donc j'ai cité le SRADET, donc qui a été approuvé avec approuvé en Centre-Val de Loire une première fois avec des éléments sur la trame verte et bleue, hein, donc des objectifs et des règles, puisque c'est un peu la structuration du document, et puis tout un volet trame verte et bleue dans les annexes où on reprend un peu les cartographies de la trame verte et bleue régionale, le plan d'action pour préserver, remettre en bon état ces, ces trames verte et bleues au niveau régional. Et puis dans le dispositif national, on a une traduction dans les documents d'urbanisme. Donc là, on va au plus fin du territoire, à la fois dans les schémas de cohérence territoriaux et puis dans les PLU, dans locaux d'urbanisme et cartes et les cartes. Euh, Ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas, au-delà de ces différents documents, il y a aussi tout ce qui est gestion concrète. Et là encore, je vois qu'il y a une copie, décidément, je ne sais pas écrire. Puisque les documents d'urbanisme ou les schémas régionaux ne vont pas tellement aborder cette question de la gestion concrète. Les documents d'urbanisme, c'est pas leur rôle. Donc, il faut aussi des actions sur la gestion des espaces agricoles, des espaces forestiers, que ne feront pas les documents d'urbanisme. Ouais, la Daphné, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, je reprends les grandes lignes, hein. Je vais pas lire tout ce que j'ai écrit sur sur les diapos, mais c'est pour refixer un peu les principales définitions. Donc là, c'est l'objectif qui est fixé par le Code de l'environnement à la trame verte et bleue. Donc c'est bien d'enrayer la perte de biodiversité. Donc c'est bien à la base une politique biodiversité en participant donc à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques. Donc, on a bien les trois volets, préservation, gestion, remise en bon état. On parle bien des continuités écologiques en prenant en compte les activités humaines. Et puis, il y a un petit bout qui a été rajouté en 2016 par la loi de 2016, c'était la gestion de la lumière artificielle la nuit. Donc, on raccrochait les histoires de trames noires qu'on n'avait pas pu intégrer comme nous, FNE, on l'aurait voulu au départ de la trame verte et bleue, parce que les arbitrages avaient dit qu'à l'époque, ne s'occupait pas des problématiques lumière, alors que nous, on aurait bien voulu. En tout cas, on voit qu'au fur et à mesure des choses, ça émerge et puis ça se retranscrit dans le droit et dans les actions. La trame verte et bleue, donc, elle vise à assurer la fonctionnalité des habitats et tout ce qui est cycle de vie, déplacement des espèces. Donc, on a bien aussi là les deux aspects. On travaille sur les habitats naturels en tant que tels, avec leur fonctionnalité, et puis sur les espèces avec les différents besoins que chacune a en fonction de son écologie et de sa biologie. Et comme voilà. Donc, on a bien, là c'est important sur les concepts et les définitions. Donc, ce qu'on appelle continuité écologique, c'est l'ensemble des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, hein. La trame verte et bleue, c'est pas l'image d'Épinal, on fait des haies et on a fait la trame verte et bleue. Je ne veux pas négliger l'importance des haies, hein, au contraire. C'est très important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la trame verte et bleue. Donc la trame verte et bleue et les continuités écologiques, c'est bien de travailler sur ces notions de réservoir de biodiversité et corridor écologique. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête, hein, c'est réservoir et corridor. Et donc les mots ont une importance. Le cadrage juridique impose, entre guillemets, de travailler à minima sur 5 sous-trames. Donc les milieux boisés, les milieux ouverts, les milieux humides, les milieux littoraux, quand on est concerné par le littoral, hein, ce n'est pas le cas en Centre-Val de Loire. Et puis la sous-trame des cours d'eau.
Donc, c'est un peu la base. Après, en fonction des enjeux locaux, on peut ajouter des sous-trames. Je pense par exemple en Guyane, ils vont ajouter la sous-trame des savanes parce que c'est un habitat important sur le territoire de la Guyane, mais voilà, qui n'est pas forcément adapté à d'autres territoires. Mais en tout cas, le droit, il fixe ce minima, c'est milieu ouvert, enfin les différents 5 sous-trames que je vous présente là. Il y a une définition aussi qui est donnée par le Code de l'environnement des réservoirs de biodiversité. Donc là, pareil, je ne vais pas lire la définition en entier, hein, mais grosso modo, c'est là où il y a le plus de biodive, où elle est un peu le mieux conservée euh, en termes d'habitat naturel et d'espèces. Hein, on a bien toujours ces deux aspects et où on a un peu des noyaux de population, où on a encore des habitats naturels en superficie, en tout cas en richesse, qui sont encore bien préservés. Et puis, il y a une définition aussi des corridors écologiques. Donc voilà, espaces naturels ou semi-naturels, des formations végétales. Alors, linéaires ou ponctuelles, ça c'est aussi important de savoir que les corridors, il y a plusieurs, il y a une typologie. Et puis, ces corridors, bah, ils assurent une connexion entre les réservoirs de biodiversité. Mais du coup, ces connexions, elles peuvent être de différents types. On peut avoir euh, des corridors écologiques linéaires, donc ces fameuses haies, mais aussi on peut avoir des corridors discontinus, hein, ça peut être des petits patchs, des petits réseaux de pelouse sèche, hein, de pelouse sèche, mais qui permet à des espèces de faire des sauts de puce entre guillemets pour aller de réservoir en réservoir. Ou paysager, donc là on a une matrice, une mosaïque de différents milieux qui permet, bah voilà, à des espèces de toujours trouver une façon de passer pour aller dans les milieux dont les espèces ont besoin. Alors la trame verte, elle comprend donc tout ou partie des espaces protégés. Donc certains statuts sont obligatoirement dans la trame verte et d'autres sont à étudier à l'échelle régionale. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de dire on n'en reste pas aux espaces qui sont déjà protégés, mais il y a sans doute d'autres parties du territoire qui peuvent être aussi importantes pour la biodive et qu'il est important d'intégrer dans la trame verte et bleue. Donc il faut aussi laisser la possibilité d'ajouter d'autres espaces naturels. Donc ça, c'est bien ce qui a été mis dans le Code de l'environnement. Bien sûr, la trame verte comprend des corridors écologiques et puis des couverts végétalisés le long des cours d'eau qui sont obligatoires, entre guillemets, pour certains cours d'eau dans des matrices agricoles. La trame bleue, donc elle comprend les cours d'eau classés, ce qu'on appelle les cours d'eau classés en politique de l'eau. Donc, il y a deux catégories de cours d'eau classés, et j'y reviens pas. Il y a les zones humides qui sont déjà identifiées dans les SDAG, donc c'est les schémas directeurs de l'aménagement de la gestion de l'eau. Zones humides identifiées dans ces schémas-là, dont il faut assurer la préservation et la remise en bon état. Et puis pareil que pour la trame verte, dans la trame bleue, il y a aussi des cours d'eau qui sont pas forcément classés ou des eaux de nuit qui sont pas forcément identifiées à l'échelle du SDAG, mais qui sont importants pour préserver la biodive et qui ont un intérêt à intégrer la trame bleue. Une notion très très importante, c'est la fragmentation et les obstacles. On a effectivement l'image d'Épinal aussi, de dire la fragmentation, c'est uniquement les routes ou les autoroutes. Mais la définition du terme obstacle qui figure dans les orientations nationales et qui ont été rappelées par la stratégie nationale biodive qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est une définition très très large et nous on a milité pour que ce soit une définition très très large qui puisse prendre en compte non seulement ces histoires de route, il y a aucun souci là-dessus, mais aussi tout ce qui est territoire urbanisé, mais aussi tout ce qui est gestion intensive de l'espace, donc les milieux agricoles gérés de manière intensive, la gestion forestière intensive, et puis tout ce qui est pollution lumineuse, etc., etc. Donc on a une définition qui est large et qui permet d'embrasser l'ensemble de ces problématiques-là. Et ça, c'est très important à savoir et à intégrer dans vos travaux concrets de mise en œuvre de la trame verte et bleue, c'est que on peut intégrer beaucoup, beaucoup de différents types d'obstacles et de fragmentation. Et c'est ça qui est important. On n'a pas que à travailler sur les autoroutes, on a à travailler aussi sur la matrice agricole intensive. Pour ne citer que cet exemple-là. Donc, il n'y a pas, je vous ai mis un peu des cartes pour voir un peu les différentes pressions qu'on peut avoir. Donc, Romain vous a parlé de la carte
la pollution lumineuse. L'ONB a aussi fait une carte des pressions, donc en cumulant agriculture intensive, fragmentation des routes, des autoroutes, urbanisation, circulation en mer notamment, et donc en agrégeant un peu tout ça, on arrive à avoir la carte qui est sur votre gauche, qui donne un peu une idée, entre guillemets, des différentes pressions humaines sur le territoire métropolitain. Et c'est aussi intéressant. Sachant que aussi, quand on travaille sur ces sujets-là, on travaille aussi à des bénéfices pour notre qualité de vie en tant qu'humain, pour nos sociétés humaines, puisque voilà, en préservant ou en restaurant la nature, on assure la pollinisation dont on a tellement besoin en agriculture. On assure la préservation des paysages et donc une certaine qualité de vie, les sols qui sont aussi importants euh, pour l'agriculture, la ressource en eau dont on parle tant ces derniers temps, et puis ça permet aussi de limiter les impacts des différents risques naturels aggravés par le climat. Et donc on a des liens avec un autre concept, un train vert et bleu et solutions fondées sur la nature, qui est un autre concept émergent, solutions fondées sur la nature. Donc il y a des liens dans les orientations nationales et on revoit un certain nombre de textes qui parlent aussi de ces solutions-là. Et donc, pour nous, la train verte et bleue est une des solutions fondées sur la nature. Maxime, il te reste 3 minutes. Ok, bah, je vais aller un peu plus vite. Donc là, je sais pas trop si vous avez vraiment travaillé dans les documents urbanistes. Donc là, j'ai fait une vite présentation sur le contenu des documents d'urbanisme en matière de trame verte et bleue. Donc, on a bien dans les objectifs généraux des documents d'urbanisme un objectif de lutte contre l'artificialisation des sols et de préservation des continuités écologiques, sachant que les documents d'urbanisme, un peu ce que je disais, gèrent des règles de construction. Où est-ce qu'on peut construire ou pas construire, et si on peut construire, comment on peut construire. Mais le doc d'urbanisme ne va pas parler de gestion des espaces, de gestion de prairies, par exemple, ou de pratiques agricoles. Donc ça, c'est d'autres outils. Donc, tu peux passer et ce qui est important, c'est que dans les documents d'urbanisme aussi à savoir, c'est qu'il y a deux entrées. Donc effectivement, comme l'a rappelé Romain, les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou prendre en compte les règles du STRADET. Donc ça, c'est une première entrée pour travailler sur la trame verte et bleue, aller voir ce que dit le schéma régional. Mais de toute façon, même sans ce schéma régional, les documents d'urbanisme doivent travailler sur la trame verte et bleue puisque c'est un objectif qu'ils ont en propre. Alors, le schéma de cohérence territoriale, je vous ai mis un peu des références et des cadrages. Donc, on a un document qui est divisé en plusieurs parties, un projet d'aménagement, un document d'orientation et d'objectifs et des annexes qui peuvent comporter aussi des documents graphiques. Le plan d'aménagement stratégique, voilà, il fixe un peu des objectifs à moyen terme, 20 ans. Il y a obligatoirement des objectifs sur la préservation des espaces naturels, donc on peut travailler sur la trame verte et bleue, et puis travailler à l'inverse sur réduire l'artificialisation, qui est un des gros impacts sur la première PDE. Le document d'orientation et d'objectifs, il doit aussi définir des orientations en matière de préservation des espaces naturels et donc travailler sur la trame verte et bleue avec les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et continuité écologique, avec désormais une identification des zones préférentielles de renaturation. Donc là, on est à restauration, la TVB, mais aussi euh, compensation des impacts de l'artificialisation. Les annexes, donc il y a un diagnostic du territoire, ça c'est important. Savoir faire un bon diagnostic du territoire, notamment un diagnostic écologique, travailler à savoir où sont les zones importantes pour la biodive à l'échelle du document d'urbanisme permet déjà derrière d'avoir les bons choix et les bonnes analyses pour savoir où est-ce qu'il faut préserver la trame verte. Et d'où l'importance d'avoir des diagnostics et des atlas de la biodiversité communale. Le plan local d'urbanisme, c'est à peu près la même chose, mais parfois plus précis, hein, même si maintenant il y a des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. On a un rapport de présentation, on a aussi un projet d'aménagement, on a des orientations, un règlement, ça c'est important, et des annexes et des documents graphiques. Le rapport de présentation, bon, bah, c'est un peu tout ce qui est diagnostic, comment on explique les choix de ce qu'on va faire en termes de programmation d'aménagement à l'échelle du PLU donc y compris un diagnostic biodive. Le projet d'aménagement, bah, c'est pareil, il doit avoir des orientations sur la préservation des continuités écologiques, hein, c'est une obligation. On a une disposition qui est assez intéressante, c'est qu'il faut justifier l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux espaces.
en justifiant sur le fait qu'on peut pas densifier ailleurs ou reconstruire la ville sur la ville. Il y a des orientations d'aménagement et de programmation qui sont obligatoires, notamment sur les continuités écologiques. Donc ça, désormais, c'est un outil important à mobiliser dans le plan local d'urbanisme. Hein. C'est des orientations d'aménagement obligatoires pour les continuités. Et puis, sur tout ce qui est densification, c'est des outils qui restent possibles, mais pas obligatoires, mais qui sont intéressants à mobiliser puisqu'on travaille sur les deux volets. Je peux passer. Le règlement, donc là, j'y reviens pas. Il y a plein de dispositions qui permettent de préserver les espaces nécessaires à la trame verte et bleue, pas forcément uniquement ce qu'on appelle les zones N, donc mettre des espaces en zone N, en zone naturelle, où on peut quasiment pas construire, mais on peut aussi travailler sur des espaces agricoles et mettre un petit indice en disant ça c'est un espace agricole, mais il est important pour la trame verte et bleue. Et donc on va limiter encore plus les constructions sur ce type d'espace. Donc là, ça, vraiment en local, de réfléchir à comment mobiliser le meilleur outil du règlement pour préserver la trame verte et bleue. Voilà, puis il y a d'autres outils qu'on peut mobiliser, les EBC, etc. La carte communale, je balaye très rapidement, puisque je vois qu'on est en retard et Daphné voudrait qu'on arrête là. Grosso modo, c'est vraiment un outil d'urbanisme très simplifié hein, pour des communes qui n'ont pas tellement les moyens. Donc, grosso modo, on a un volet là où les constructions sont autorisées et là où les constructions sont pas autorisées, avec désormais un droit de préemption pour pouvoir préserver des espaces liés à la trame verte et bleue, notamment, qui sont intéressants. Sur la gestion de l'espace, donc je balaye très rapidement. C'est un peu tout ce qu'on sait, les formations, utiliser les fonds européens, notamment les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc ça, c'est du ressort un peu des régions, en tout cas. C'est aussi du ressort de la DRAF. Donc c'est important que les assos et de travailler à avoir les bonnes mesures pour la trame verte et bleue aux bons endroits. Je fais un peu de teasing, mais a priori, le fonds vert qui a permis cette année de financer des actions sur la trame verte et bleue devrait être conduit l'année prochaine. Donc, on informera sur les possibilités quand on saura un peu plus de ce que va faire le gouvernement. En région Centre-Val de Loire, il y a un plan d'action pour la biodiversité, donc peut-être aussi à mobiliser. Les contrats de plan État-région peuvent aussi avoir des actions sur la TVB et donc mobiliser des financements et des ressources. Et après, ce qui est important, c'est vraiment faire de l'articulation avec les politiques publiques sur l'agriculture, sur la forêt, sur l'eau, sur les aires protégées, puisqu'en ce moment, il y a des plans régionaux d'action pour les aires protégées. On peut mobiliser aussi d'autres outils, le label E, qui est assez intéressant, le label végétal local, et puis des outils comme les atlas de la biodiversité communale ou les IBC dans votre région. Un clin d'œil pour terminer, c'est qu'il y a des nouvelles dispositions sur les clôtures. Donc là, je vais très vite, mais c'est assez intéressant et il y a un pas de temps pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. Grosso modo, dans les milieux naturels, désormais, il faut que les clôtures puissent laisser passer les animaux sauvages et donc il y a quelques dispositions obligatoires pour laisser voilà les clôtures 30 cm au-dessus du sol, une limitation en termes de hauteur à 1,20 m, etc., etc. Sachant qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient inscrites dans le schéma régional, hein, notamment les matériaux qui peuvent être désormais utilisés pour les clôtures. Évidemment, il y a beaucoup d'exceptions et puis des délais de mise en œuvre. Donc ça, c'est intéressant pour votre région. Je crois le savoir, en tout cas, certaines parties de la région Centre-Val de Loire qui est particulièrement concernée par les problématiques des clôtures. Voilà, je vous ai mis des ressources. Donc ça, c'est quand vous aurez le document, vous pourrez aller cliquer sur les liens. Donc bien entendu, le centre de ressources Trame verte et bleue, hein, évoqué par Romain et qui est important, où il y a l'ensemble des documents, des guides, etc. Autour de la mise en œuvre de la Trame verte et bleue. Des retours d'expérience aussi, ça c'est intéressant puisqu'on peut aller trouver des exemples de ce qui se fait à droite et à gauche en matière de Trame verte et bleue. Vous signalez que AFNE, on fait aussi une petite analyse du contenu des schémas régionaux sur la Trame verte et bleue. Donc on a fait une petite publication l'année dernière pour montrer voilà quel était le contenu dans chacun des documents et essayer de comparer les différents documents régionaux. Je vous remercie. J'espère que c'était pas trop stratosphérique ces histoires de droit, de documents, de planification, documents d'urbanisme. J'ai remis un peu voilà, quelques photos de bestioles pour aérer un peu la fin de Merci. présentation. Merci Maxime. Alors du coup, il nous reste 5 minutes pour parler, pour Désolé. poser des questions. Oui. Je peux remettre la dernière Oui. slide pour. Alors, hop, je te remets ça. Hop, voilà.
Est-ce que quelqu'un a une question à poser, une ou plusieurs questions à poser à Maxime, ou est-ce que tout était très clair? Ok. Ah oui, si. Donc, Pierre-Alain du CDPN. Pierre-Alain Alessio du CDPNE. Bonjour Maxime, merci beaucoup. Je vais reposer un petit peu la même question que Damien et moi avons posée à Romain. Ok, la prise en compte des trains verts et bleus dans les documents. Tu as mis en lien pas mal d'articles, donc d'articles du code pénal, le code pénal, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme. Mais en effet, quelle est l'obligation de prendre en compte une trame verte et bleue, une résolution du 25 millième pour un PLU, alors qu'il existe celle au 100 millième du SRCE? Est-ce qu'il y a enfin, voilà, je sais que sur la région, quasiment l'ensemble des pays, l'ensemble des Comcom ont une trame verte et bleue faite par un bureau d'études ou par une des assos FNE, mais je suis pas sûr qu'elle ait, je sais pas, si c'est de labellisation, enfin, si elle fait forme de loi sur le trame verte et bleue à prendre en compte dans le cadre du plan local d'urbanisme qui doit être révisé ou mis en place actuellement. Bonjour Pierre-Alain. Alors, il y a effectivement la difficulté, c'est que dans les documents préalables ou les études préalables aux documents d'urbanisme, effectivement, on peut avoir un super travail fait par des associations, notamment, sur identifier la trame verte et bleue sur un territoire, hein, SCOT ou PLU. Et la difficulté, ça va être le passage de cette étude à comment il est intégré dans le document d'urbanisme. Alors, comme je le disais, il y a une obligation théorique du document d'urbanisme de préserver et restaurer la trame verte et bleue, mais effectivement, il y a et puis du coup d'intégrer ce que dit le schéma régional. Mais après, ça va être de la discussion et le choix des élus et des services de savoir comment cette traduction va se faire. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est important que quand il y a un document d'urbanisme qui est révisé ou élaboré, qu'il y ait une vraie co-construction avec les parties prenantes, les différents acteurs, notamment les assos protection de l'environnement, pour veiller à ce que la trame verte et bleue soit bien traduite par rapport à l'étude qu'on a pu faire au préalable, qu'elle soit bien traduite dans les différentes parties du document d'urbanisme. Parce que effectivement, et c'est ce qu'on voit, on voit un peu malheureusement la vision un peu entonnoir des choses, c'est-à-dire que à la base, on a des études qui sont très intéressantes, et puis quand on regarde finalement ce qui est réglementé en matière de trame verte et bleue dans le document d'urbanisme, il n'y a pas grand-chose, parce que effectivement, il y a des enjeux, il y a des lobbies, on ne veut pas froisser voilà un tel, on veut pas voilà. Et donc du coup ça c'est la difficulté. Et souvent malheureusement il faut aller devant la justice pour savoir si effectivement le document d'urbanisme tel qu'il a été élaboré et validé respecte bien les obligations qu'il devait avoir. Alors je sais que j'arriverai pas trop à répondre à ta question, c'est que c'est variable en fait. Mais s'il y a une étude, c'est-à-dire préalable au document d'urbanisme qui dit à cet endroit-là, il y a un réservoir de biodive qui est hyper important, malheureusement, en le justifiant, le document d'urbanisme, il peut ne pas l'intégrer ou ne pas le préserver de manière suffisante. Et ça, ça sera un peu à la justice d'aller dire, bah, est-ce que le document d'urbanisme préserve suffisamment bien le réservoir qui a été identifié dans les études préalables comme étant important pour la biodive. Et ça, malheureusement, s'il n'y a pas un travail des assos et après, si ça passe pas, la justice qui passe, ça peut rester en l'état. Euh, c'est ça la difficulté. Enfin, je parle d'un réservoir, mais après, vous imaginez bien, il y a plein d'autres choses. Hein. Y aller, on peut préserver une partie des haies dans le document d'urbain et puis en oublier une autre partie, mais qui est tout aussi importante. Et ça c'est effectivement la façon dont est élaboré le document, la façon dont on concerte les parties prenantes, qui fait que bah, voilà, on peut oublier des parties importantes de la TVD d'un territoire. Romain, je te laisse compléter, et puis Ouais, c'est juste pour réagir un peu, effectivement, peut-être qu'il faut qu'on rappelle que la trame verte et bleue, c'est pas une aire protégée, c'est-à-dire qu'en soi, ça n'implique pas de règles.
Donc effectivement, il peut y avoir une grosse différence entre les types de trames vertes et bleues identifiés sur le plan scientifique ou par les assos, etc. Et après la traduction dans le document d'urbanisme, ça dépend vraiment de la volonté politique de mettre ensuite ces espaces de trames vertes et bleues en zone N, par exemple, et de ne pas accorder de permis de construire, etc. Enfin, in fine, en fait, l'application de la trame verte et bleue, c'est un peu les permis de construire, mais il n'y a pas de règles en tant que telles, comme il pourrait y en avoir dans une aire protégée. Et du coup, on a aussi un peu ce problème pour la trame noire, dans le sens où on a de plus en plus d'études sur la trame noire faites par des collectivités, mais c'est un peu des documents autoportants qui n'ont pas vraiment d'impact juridique. Pour l'instant, on n'a pas de traduction vraiment de ces documents dans des PLU. On a fait une enquête pour avoir justement un retour d'expérience de PLU qui intégrerait vraiment une trame noire. On a eu, je crois, 0 en fait. Quand on creuse, c'est pas vraiment dans le PLU que c'est intégré, c'est plutôt dans un document annexe, etc. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Après, juste, je voulais mentionner aussi, parce que Maxime n'en a pas parlé, mais pour la trame noire, l'avantage qu'on a, c'est que par contre, il y a une réglementation sur les nuisances lumineuses qui est portée aussi par le Code de l'environnement, qui n'est pas en lien vraiment avec la trame, mais qui prescrit qui donne des prescriptions temporelles et techniques sur les installations d'éclairage en fonction de leur type d'usage. On a aussi même des règles un peu générales, comme celle de ne plus devoir éclairer les surfaces en eau, etc. Donc, peu ou prou, ça peut nourrir la trame noire, mais c'est une réglementation à part, hein, qui est vraiment sur les nuisances lumineuses. Mais je pense que c'était important aussi peut-être de rappeler son existence pour les gens dans la salle. Voilà. Merci Romain. Et Oui, Maxime, alors, ouais, très court, parce ouais. qu'on commence à être J'ai- en retard. la Vas-y. réglementation, elle est en cours de modification, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé pour après diffuser l'info quand elle sera révisée. Et on peut déjà regarder si le document régional dit qu'il faut que les documents d'urbain identifient les continuités écologiques, préservent les continuités écologiques et restaurent les continuités écologiques. Si le document d'urbanisme il identifie aucune continuité écologique, bah déjà là, il répond pas à ses obligations juridiques. S'il préserve qu'un bout de haie, par exemple, où il y a une petite haie à un endroit, c'est écrit trame verte et bleue, si le document d'urbanisme il dit bah voilà, j'ai travaillé sur la trame verte et bleue, je préserve cette petite haie, et toujours pareil, je néglige pas l'importance des haies, bah pareil, il répond pas à ses obligations puisqu'il doit travailler à identifier les continuités écologiques, c'est-à-dire des réservoirs et des corridors. Donc si le document d'urbain n'a pas des réservoirs et des corridors, bah a priori c'est pas bon, il répond pas aux obligations juridiques. Et puis c'est pareil, s'il restaure pas, s'il prévoit pas, donc, et si justement il prévoit pas des zones où on ne va pas urbaniser pour préserver la trame verte et bleue, il répond pas à ses obligations juridiques. Donc on peut voir déjà ça en macro, mais après aller plus loin, là c'est bah oui, mais vous avez oublié telle zone ou tel enjeu. Là c'est un peu plus compliqué par rapport aux obligations juridiques, mais il faut savoir convaincre les élus et les services de l'intérêt à bien faire le boulot, parce que de toute façon après malheureusement il y a les contentieux qui peuvent intervenir. Désolé, j'étais un peu long. En tout cas, merci beaucoup Merci pour, Maxime. tout ça.